Elle n'a rien à faire ici. Renvoyez-la aux cuisines. » Les mots tranchèrent le silence comme une baïonnette. Le capitaine Jace Raynor, adossé au camion blindé avec un sourire narquois flottant sur ses lèvres, ne lui jeta même pas un regard en portant le coup. Sa voix était calme, presque nonchalante, mais les mots étaient chargés de venin. Quelques-uns des plus jeunes officiers ricanèrent. D'autres détournèrent le regard, mal à l'aise. Le sous-lieutenant Elira Voss se tenait droite, la mâchoire si serrée qu'elle en avait mal. Elle pouvait entendre son propre cœur battre, sentir le rouge lui monter aux joues, mais elle ne sia pas. Pas ici, pas maintenant. Les portes du camp d'Elvin se refermaient encore derrière elle, le métal gémissant en signe de protestation, comme s'il refusait lui aussi d'accepter sa présence. Elle était arrivée seule, un sac de sport en bandoulière, ses bottes couvertes de poussière, et des ordres du commandement central à la main. Les regards insistants avaient commencé bien avant qu'elle ne descende du transport, des regards emplis de doute, de moquerie, voire de mépris. Une femme, une nouvelle officière. Et pire que tout, mutée ici, sans l'expérience traditionnelle, sur le terrain qu'ils vénéraient. Pour eux, elle n'était pas un soldat. Elle était une insulte. Elira prit une inspiration. « Permission de me présenter au commandant, monsieur, » dit-elle d'une voix stable. Raynor éclata de rire cette fois. Le commandant n'a pas de temps à perdre avec les cas sociaux. Mais bien sûr, présentez-vous. J'ai entendu dire qu'il aime regarder les aspirants se planter en beauté. Les portes se refermèrent avec un grand fracas métallique. Elle ne se retourna pas. À l'intérieur, la base était un chaos déguisé en ordre. Des troupes s'entraînaient sous la chaleur étouffante de l'après-midi, des instructeurs aboyant des ordres qui étaient avalés par la poussière et le bruit. Le camp d'Elvin était le poste avancé de première ligne pour l'opération Hollow Storm, le plus grand conflit frontalier de la décennie. Ce n'était pas un endroit pour les erreurs. Ce n'était pas un endroit pour la faiblesse. La tente du commandant était marquée de l'insigne de la 9e avant-garde. À l'intérieur, le colonel Ariktan était penché sur une carte, éclairé par le soleil filtrant à travers la toile. Il ne leva pas les yeux quand elle salua et lui tendit ses ordres. Ses yeux parcoururent le document et un léger ricanement s'échappa de sa gorge. « C'est donc vous qu'ils ont envoyé ?» dit-il enfin. « Elira Voss. Opération psychologique? Mais à quoi pense-t-il ?»« J'ai servi 3 rotations à Saran, » dit-elle calmement. 2 en tant qu'agent de liaison, une à la tête de la reconnaissance sur les fronts d'engagement civil. Tan leva enfin les yeux. Ici, ce n'est pas Saran, et ce n'est pas une expérience sociale. Ces hommes n'ont pas besoin de thérapie. Ils ont besoin de quelqu'un qui ne se figera pas quand les balles commenceront à fuser. « Je ne me fige pas, » dit-elle à voix basse. Il l'étudia. Quelque chose vacilla dans son expression, peut-être de la curiosité ou du calcul. « Nous verrons bien. Vous êtes assigné à l'escouade Bravo sous les ordres du capitaine Raynor. L'entraînement du matin commence à 5 heures. Rompez. » Le rabat de la tente retomba derrière elle, comme un rideau se fermant sur une scène où elle n'était pas la bienvenue. La semaine suivante fut brutale. Pas seulement les exercices, mais le mur de résistance auquel elle se heurtait à chaque heure. Ils ignoraient ses suggestions, se moquaient de ses performances, et quand elle tenait bon, ils redoublaient d'efforts. Le capitaine Raynor ne manquait jamais une occasion de la saper devant l'escouade. Il l'appelait la psy, ou pire, la fille du divan. Et les autres suivaient de son exemple. Quand elle battit la moitié de l'équipe en endurance, ils dirent que c'était un coup de chance. Quand elle proposa des aperçus stratégiques, ils rirent. Elle était l'ombre que personne ne voulait dans leur unité. Jusqu'à l'embuscade de la patrouille de nuit. L'escouade Bravo escortait un convoi de ravitaillement revenant de Ridge Point, une portion de route dangereuse flanquée de 2 falaises. Routine, disait-il. Faible risque, disait-il. Mais l'embuscade frappa fort et vite. Des RPG déchirèrent le camion de tête, envoyant des flammes lécher le ciel. Le chaos éclata. Raynor fut projeté hors de son véhicule, désorienté. Les tirs pleuvaient des falaises.
et c'est à ce moment-là qu'Elira agit. Elle se précipita vers Rainer, le traînant à l'abri malgré les balles qui mordaient la terre autour d'eux. Elle demanda par radio un tir de couverture, réorganisa l'escouade dispersée en position de repli et prit le contrôle avec une clarté à laquelle il ne s'attendait pas. Elle ne se figea pas, elle ne faiblit pas. Sa voix était calme, ses mains étaient ensanglantées, et ses ordres sauvèrent des vies. Quand la poussière retomba, il y avait 5 blessés, aucun mort. L'ennemi était repoussé. Rainer, assis à l'arrière d'un transport médical avec une côte fracturée et du sang séché sur la mâchoire, la regarda différemment pour la première fois. « Vous n'étiez pas obligé de revenir pour moi, marmonna-t-il. « Je sais, dit-elle, et elle s'éloigna. Mais le murmure avait déjà commencé, se propageant dans la base comme un courant. Non seulement elle avait sa place, mais elle l'avait gagnée. L'escouade Bravo ne changea pas du jour au lendemain. Les soldats ne sont pas faits comme ça, surtout le genre endurci et méfiant que produisait le camp d'Elvin. Mais quelque chose avait basculé. Elira Vos, autrefois l'ombre invisible de l'escouade, était maintenant l'objet de hochements de tête discrets et de piques légèrement moins sarcastiques. Il ne l'accueillait pas, mais il n'essayait plus de la chasser. Le capitaine Rainer, confiné à l'infirmerie avec des côtes cassées et un ego meurtri, l'observait à travers le filet de la tente alors qu'elle s'entraînait seule au crépuscule. Il ne parlait pas beaucoup quand elle lui rendait visite, se contentant de poser de brèves questions sur les performances de l'escouade. Mais quand elle partait, l'infirmière disait qu'il continuait de la regarder à travers la fente de la toile, pensif, silencieux. Elira ne cherchait pas l'acceptation. Elle n'était pas là pour la validation. Elle était venue parce qu'elle avait un but, et cela n'avait rien à voir avec eux. Mais cela la blessait quand même, plus profondément qu'elle ne l'admettrait, de savoir que leur sauver la vie était la seule chose qui lui avait valu le silence, pas le respect. Et certains d'entre eux ne croisaient toujours pas son regard. Ce fut lors des débriefings de reconnaissance que ses compétences commencèrent enfin à fissurer leur armure. Elle avait une façon de lire entre les lignes, de remarquer des indices comportementaux que les autres ignoraient. Lorsqu'un jeune caporal de la compagnie Charlie commença à sursauter au bruit fort pendant l'entraînement de simulation, c'est Elira qui le prit à part. Discrètement, sans impliquer le commandement. 2 semaines plus tard, il fut redéployé avec une exemption pour raison de santé mentale avant qu'une dépression ne puisse le tuer, ou tuer quelqu'un d'autre. C'était sa force, voir les fantômes avant qu'ils ne deviennent violents. Mais sa présence ne plaisait pas à tout le monde. Particulièrement pas au lieutenant Marshall Lane, l'officier exécutif du bataillon Delta. Il était l'incarnation de la vieille garde, intransigeant, rigide et bouillonnant sous sa surface polie. Pour lui, Elira était une menace pour l'ordre, un système bâti sur la hiérarchie, pas sur le mérite. Quand il la vit dans le centre de commandement donner une analyse post-action avec le colonel Tan lui-même hochant la tête en signe d'approbation, cela alluma quelque chose de laid en lui. « Elle vous ramollit, colonel », dit Lane le lendemain, acculant Tan après une réunion. « Laissez une analyste psy jouer aux soldats. Bientôt, nous distribuerons des livres de coloriage au lieu d'armes de poing. » Tan ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de fixer la carte du secteur 9 où la prochaine opération était planifiée. Puis, sans se retourner, il dit « Vous savez ce qui a anéanti ma dernière unité, Marshall ? Un officier du renseignement que nous avons ignoré parce qu'il n'était pas l'un des nôtres. Il avait vu l'embuscade venir. Nous n'avons pas écouté. J'en ai enterré 27. » Le visage de Marshall Lane se crispa, mais les mots suivants qu'il cracha furent un public. Fort, destiné à humilier. C'est une expérience, un passif ambulant. La première fois qu'elle se figera, quelqu'un mourra. Retenez bien mes paroles. Les mots circulèrent rapidement. Les regards revinrent. Et soudain, Elira n'était plus simplement tolérée. Elle était de nouveau un sujet de discorde. Les gens ne discutèrent pas directement. Mais elle pouvait le sentir. La prudence, la réévaluation, le doute rampant de nouveau dans leurs regards comme une vieille pourriture.
Et pire encore, elle commença à douter d'elle-même aussi. La nuit, elle rêvait de convois en flammes, de cris étouffés par le sable, de ses propres mains tremblant alors qu'elle tenait un soldat mourant à Saran qui demandait sa mère. Elle ne s'était pas figée à ce moment-là, mais si cela avait été le cas, et si la prochaine fois elle se figeait? Un matin, elle sauta le repas pour se vider la tête. Elle se retrouva au bord du champ de tir, à observer simplement. Sa main reposait sur l'arme de poing à sa hanche. Sa respiration était saccadée. « Vous pensez que si vous restez ici assez longtemps, le doute disparaît ?» demanda une voix derrière elle. Elle se retourna. Le capitaine Rainer, encore endolori mais capable de marcher. « Non, dit-elle, mais j'espérais que le bruit pourrait le couvrir. » Il la regarda longuement, puis se plaça à ses côtés. « Je pensais qu'être un soldat signifiait tout éteindre, dit-il. La peur, le doute, les émotions, tout. Vous savez ce que j'ai appris? Ceux qui essaient, ça n'en sortent pas indemnes, ou pas du tout. » Elira le regarda. « Alors, qu'est-ce qui fait un soldat ?» Il hocha la tête vers les cibles. Quelqu'un qui entend le doute et qui appuie quand même sur la détente. Pour la première fois depuis son arrivée, son regard s'adoucit. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière les collines du désert, le colonel Tan se tenait devant les pelotons rassemblés. L'opération Dusk Reclaim avait le feu vert, une extraction à haut risque d'une équipe d'éclaireurs capturée en territoire ennemi. La voix de Tan était ferme. « L'escouade Bravo mène l'opération, et elle sera sous le commandement de terrain du lieutenant Voss. » Des murmures éclatèrent. Chocolat incrédulité. Le visage de Marshall Lane devint d'une teinte plus sombre que le soleil couchant. Mais c'était trop tard. Le commandant l'avait déjà dit. Laissez-la passer. Le poids du commandement ne se posa pas sur les épaules d'Elira. Il s'abattit sur elle comme une montagne. Au moment où le colonel Tan prononça son nom, l'atmosphère changea. L'escouade Bravo ne parla pas. Le capitaine Rainer ne scia pas. Mais la tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Ses ordres étaient clairs, son autorité officielle. Mais l'autorité sur le papier ne signifiait rien si personne ne vous suivait quand les balles commençaient à fuser. Dans l'attente des opérations, Elira exposa le plan d'insertion avec une précision méticuleuse. L'équipe d'éclaireurs était détenue dans une installation industrielle abandonnée dans la zone rouge Kilo 9, un terrain jonché de mines, de vieil acier et de snipers. L'extraction nécessiterait discrétion, rapidité et une précision chirurgicale. Elle avait les données, elle avait les cartes, elle avait la simulation prête. Ce qu'elle n'avait pas, c'était la confiance. Le sergent Riker, le porte-parole officieux du scepticisme, se pencha en arrière sur sa chaise en plein milieu du briefing. « Donc, on y va léger, parce que votre graphique dit que le risque thermique est élevé ?» demanda-t-il, la voix dégoulinante de sarcasme. « Pas à cause, disons, d'un véritable instinct de combat ?» Elira ne scia pas. « Parce que les renseignements montrent un cycle de balayage thermique par drone toutes les 6 minutes. Moins de métal, moins de chances de s'allumer comme une torche. »« Et si vos graphiques sont faux ?» intervint une autre voix. « Si on se fait surprendre avec peu d'équipement, on est mort. » Elle croisa leurs regards, un par un. « Alors, je serai celle qui en répondra. Mais nous n'allons pas mourir par manque de planification. Nous mourrons si nous laissons le doute dicter notre stratégie. » Ils ne discutèrent pas davantage, mais ils n'étaient pas d'accord non plus. Rainer, désormais techniquement sous son commandement pour la mission, s'approcha alors que l'escouade se dispersait. « Vous êtes sûr de vouloir ça ?» demanda-t-il à voix basse. « Non, admit-elle, mais je dois être celle qui le fait. » Il fit un petit signe de tête. Pas un accord, pas une approbation, juste une reconnaissance. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Elle repasse le terrain en revue, vérifia les communications, parcourut chaque point de défaillance, car si un seul homme mourait, il ne blâmerait pas la guerre, il la blâmerait, elle. Quand l'aube se leva, ils se mirent en route. Le Black Hawk frôla l'horizon, silencieux et effilé.
Ils furent largués à 2 kilomètres, juste au-delà de la ligne de surveillance. La zone rouge Kilo 9 était la mort en rouille. Chaque bâtiment grinçait, chaque coin menaçait de s'effondrer. Elira signala la division, 2 en surveillance, 4 pour la brèche au sol. Elle se déplaçait avec détermination, l'esprit vif, mais chaque respiration était une bataille entre l'instinct et la pression de l'attente. Lorsqu'ils percèrent le mur sud, ils trouvèrent le premier piège. Un fil-piège relié à une mine à concussion. Le soldat Callen le repéra juste à temps. Elira le désamorça elle-même, les doigts stables malgré son cœur qui battait la chamade dans ses oreilles. Un seul faux pas aurait tué la moitié de l'équipe. Personne ne dit un mot. Mais le silence, cette fois, était différent. L'équipe d'éclaireurs capturés, 2 hommes, à peine conscients, se trouvait dans la chaufferie inférieure. Alors qu'ils préparaient l'extraction, le silence radio se brisa. Une balle de sniper siffla près de la tête d'Elira, se fichant dans la poutre d'acier à côté d'elle. « Contact, toi nord-est !» cria Riker. Les tirs de riposte éclatèrent. Le bâtiment trembla. L'équipe au sol traîna les éclaireurs à l'abri, mais l'ennemi se rapprochait rapidement. Elira prit le contrôle sans hésitation. « Riker tire de suppression à mon signal. Raynor, prenez le flanc Bravo. On bouge à 3. » Les balles dansaient autour d'eux. La fumée emplissait les couloirs. Puis le pire arriva. L'un des éclaireurs commença à convulser. Manque d'oxygène. Pas le temps. Elira jeta son gilet, l'utilisa comme appui-tête, vérifia ses voies respiratoires tout en criant des ordres. Évacuation dans 60 secondes. Soit on tient cette ligne, soit ils nous ramènent dans des sacs mortuaires. Et ils tinrent. Ils tinrent parce qu'elle ne vacilla pas. Parce que lorsque la peur s'insinuait dans les fissures, elle ne la laissait pas passer. Ses décisions étaient rapides, mais jamais imprudentes. Sa voix était ferme, jamais désespérée. Au moment où l'hélicoptère d'évacuation se posa, l'installation brûlait. L'ennemi était dispersé. Ils embarquèrent avec 2 éclaireurs secourus. 0 perte amie. Pendant le vol de retour, le silence régnait. Mais ce n'était plus le silence du doute. C'était le silence de la prise de conscience. De retour au camp d'Elvin, une foule s'était rassemblée près de l'héliport. La nouvelle qu'Elira avait mené la mission s'était répandue. Certains s'attendaient à son échec, d'autres le souhaitaient. Mais alors qu'elle descendait de l'hélicoptère, tachée de sang et meurtrie, mais se tenant droite, tout ce qu'ils virent fut l'impossible. Une mission exécutée sans faille, sous le commandement de celle qu'ils avaient rejetée. Marshall Lane se tenait près de la tente des opérations, observant. Sa mâchoire se contracta silencieusement. Raynor marcha aux côtés d'Elira alors que l'escouade débarquait. « Ils vont devoir réécrire le manuel sur ce à quoi ressemble un soldat, » dit-il à voix basse. Elira ne sourit pas. Ils n'ont pas besoin de le réécrire, juste de lire au-delà du premier chapitre. Et sans attendre les louanges, elle se dirigea directement vers le débriefing, parce que le travail n'était pas terminé. Le rapport de mission était impeccable, trop impeccable. 2 éclaireurs récupérés, 0 perte amie. L'escouade Bravo était revenue au complet. Blessure minime. Selon tous les critères, Elira Voss avait exécuté une opération quasi impossible avec précision et calme sous la pression. Mais le silence qui suivit semblait anormal. Il n'y eut aucune citation, aucune mention dans les briefings de la base, aucune reconnaissance lors du rassemblement du matin. Ce qu'elle reçut à la place, ce fut de la paperasse, des tas, des registres, des comptes rendus, des dépositions de témoins, plus que d'habitude, plus que nécessaire. Au début, elle ne remarqua pas le changement. Elle était habituée à être ignorée. Mais cela devint évident lorsque le capitaine Raynor passa à ses quartiers et laissa tomber un dossier sur son bureau, sans un mot. À l'intérieur, une transcription, son débriefing modifié, des expurgations subtiles, des omissions délibérées. Les mentions de sa prise de décision étaient floues, le mérite attribué à une cohésion d'unité, anonyme. Et pire que tout, une note en marge suggérant que le succès opérationnel était dû à la chance et à une adaptation spontanée. « Quelqu'un réécrit l'histoire, » dit Raynor. « Quelqu'un qui n'aime pas la fin. » Elira fixa le dossier un long moment.
Lane. Raynor ne le confirma pas. Il n'en avait pas besoin. Marshal Lane ne lui avait pas parlé directement depuis la mission. Mais son ombre planait sur tout. Et maintenant, il essayait de l'effacer. Non par le déshonneur, mais par le doute. La mort par 1000 omissions. Elle apporta le dossier au colonel Tan. Il le parcourut lentement. Sa bouche se serra. « Je n'ai pas autorisé cette version. »« Alors, qui l'a fait ?» demanda-t-elle. Tan expira par le nez. « La chaîne de commandement n'opère pas toujours en ligne droite. Vous avez froissé des susceptibilités. Tout le monde ne veut pas voir le système plié, même quand il se brise. » Elle s'approcha. « Avec tout mon respect, monsieur, je ne suis pas venu ici pour plier le système. Je suis venu pour faire le travail. Et je l'ai fait. Maintenant, quelqu'un essaie d'enterrer ça parce que je ne corresponds pas à leur moule ?» Tan croisa son regard. Sa voix s'adoucit. « Je crois en ce que vous avez fait. Mais la croyance n'efface pas la politique. Pas ici. Pas maintenant. » C'était la chose la plus proche d'un soutien qu'il pouvait lui offrir. Et ce n'était pas suffisant. La nouvelle du rapport modifié parvint à l'escouade. Riker fut le premier à s'exprimer, non avec colère, mais avec confusion. « Pourquoi même se donner la peine de mentir ?» demanda-t-il au mess. « Tout le monde l'a vu. Elle nous a sauvé la mise. »« Ça n'a pas d'importance, » dit un autre. « Ils se fichent des faits. Ce qui les intéresse, c'est de maintenir l'ancien monde en place. »« Vous l'avez vu à l'œuvre, » dit Raynor calmement. « Vous pensez que quelqu'un d'autre aurait pu réussir ça ?» Silence de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas du doute, c'était de la culpabilité. Plus tard cette nuit-là, Elira trouva une note pliée glissée sous sa porte. Pas de nom, juste un court message. Ils peuvent effacer les mots, mais pas la mémoire. Certains d'entre nous ont vu. Nous n'oublierons pas. Elle le lut 2 fois, puis le rangea sans un mot. Le lendemain matin, lors de la rotation habituelle des dirigeants, Tan fit une annonce surprise. Elira donnerait une conférence tactique aux officiers des 4 bataillons. Sa mission servirait d'étude de cas. Sa stratégie serait le modèle. Marshal Lane objecta, publiquement, bruyamment. Elle manque d'ancienneté. Cela pourrait induire d'autres unités en erreur avec une innovation dangereuse. Tan ne s'y a pas. Alors nous appellerons ça une innovation dangereuse avec un taux de survie de 100%. À moins que vous ne pensiez que la précision est dangereuse aussi, Marshal? Lane se rassit lentement, bouillonnant. Quand Elira monta sur la plateforme de briefing, les yeux la regardaient, non pas avec doute, mais avec quelque chose de bien plus puissant, de l'anticipation. Elle se tint derrière le tableau holographique, chargea le schéma de la zone rouge kilo 9 et parla avec une clarté calme qu'elle avait gagnée dans le feu de l'action. Elle ne se vanta pas. Elle ne chercha pas les applaudissements. Elle décomposa chaque choix, chaque risque, chaque moment où elle avait dû choisir entre se figer et agir. Et quand elle eut fini, la salle n'éclata pas en applaudissements. Ce n'était pas nécessaire. Le silence qui suivit était respectueux. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle traversait la cour pour retourner à sa caserne, elle passa devant Marshal Lane près de l'armurerie. Il ne la regarda pas. Mais alors qu'elle passait, il marmonna juste assez fort pour qu'elle l'entende. « Profitez de votre moment. Le système gagne toujours à la fin. » Elira s'arrêta, se retourna. « Peut-être, dit-elle, mais je ne travaille pas pour le système. Je travaille pour les soldats qu'il essaie d'oublier. » Et elle s'éloigna. Car qu'on lui en donne le crédit ou non, ses bottes avaient laissé une marque. Pas sur le papier, sur les gens. 3 semaines plus tard, la guerre se déplaça. Le front se déplaça vers l'est. Le commandement changea. De nouvelles rotations arrivèrent. Des rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre selon lesquelles le camp d'Elvin serait bientôt démantelé, ses vétérans réaffectés ou retirés du service. Tout le monde sentait le frémissement du changement. Pour Elira Vos, cela n'apportait pas de soulagement. Cela apportait de l'incertitude. Encore une fois. Mais autre chose avait changé. Son nom avait commencé à apparaître, discrètement, mais indéniablement, dans les marges des rapports post-action. Des officiers d'autres unités commencèrent à solliciter son avis. Quand elle entrait dans une pièce maintenant,
Personne ne se demandait pourquoi elle était là. Ils attendaient d'entendre ce qu'elle avait à dire. La reconnaissance n'arrive pas avec des parades. Elle vint par des hochements de tête, par des reconnaissances tacites. Elle n'a jamais cherché les éloges, mais les gens commencèrent à les lui donner, de manière significative. Le capitaine Raynor était devenu quelque chose d'inattendu, un allié. Non par obligation, mais par respect. Lorsque son commandement fut restauré, il proposa de rejoindre l'escouade. Bravo! Non pas pour la diriger, pour servir à ses côtés. « Vous êtes toujours une plaie à contredire, dit-il un soir, mais je vous suivrai en enfer. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de fixer le désert au-delà du grillage. « J'y suis déjà allé, dit-elle. Il s'avère que l'enfer est plus silencieux qu'on ne le pense. » Elle s'attendait à des ordres de mutation. Elle s'attendait à ce que le commandement la déplace ailleurs, quelque part de moins perturbateur. Mais à la place, un message crypté arriva. Il ne venait pas de ses supérieurs. Il venait du commandement central lui-même. Une nouvelle unité était en cours de formation. Une force opérationnelle spéciale, interarmée, non seulement pour le combat, mais pour la prévention, renseignement de conflits, profilage psychologique, analyse du terrain humain. Le genre de travail que la plupart qualifiaient de soft. Mais le commandement avait vu ce qu'elle avait fait à Delven, et il voulait qu'elle la dirige. Pas postuler, pas demander, diriger. Son souffle se coupa en lisant les ordres. Code d'autorisation, EL-VX, indicatif d'appel, HALOVOSS. Statut. Commandant, prise de fonction immédiate. Elle abaissa l'écran, les mains tremblantes, non de peur, mais d'autre chose. Pas de la joie, ni de la fierté. Quelque chose de plus profond. Le sentiment d'être enfin vu, pas toléré. Digne de confiance. Mais tout le monde ne célébra pas. Marshall Lane, privé de promotion après une série d'enquêtes internes, se préparait à quitter Delvin discrètement. Son influence avait diminué. Ses rapports avaient été discrédités. Ses avertissements sur Elira avaient mal vieilli. Et maintenant, elle montait en grade, le dépassant, allant au-delà de lui. Elle le croisa en se rendant à l'héliport. Il était seul, son sac de sport à ses pieds. Pas d'insigne de grade, pas d'escorte. Elle aurait pu l'ignorer, continuer son chemin. Mais elle s'arrêta. Il ne leva pas les yeux. « Ils ont essayé de vous arrêter à la porte, » marmonna-t-il amèrement. « J'aurais dû savoir que vous escaladeriez le mur à la place. » Elle inclina la tête. « Non, dit-elle calmement, je n'ai pas escaladé le mur. Je les ai forcés à l'ouvrir. » Il croisa enfin son regard. Et ce qu'il y vit n'était pas du défi. Ce n'était pas de la suffisance. C'était la paix. C'était la pire chose pour lui. Lorsque le transport Vétol atterrit, Elira se retourna une dernière fois vers le camp. Elle vit l'escouade Bravo debout au bord du terrain. Riker fit un salut militaire sec. Raynor hocha la tête. Et la porte, la même qui avait failli la maintenir à l'extérieur, était ouverte. Alors qu'elle montait à bord du transport, le pilote se tourna vers elle. « Ordre, commandant ?» Elira s'assit lentement, s'installant dans le siège, non pas comme une étrangère, non pas comme une exception, mais comme exactement celle qu'elle était censée être. « En avant, dit-elle. Toujours en avant. » La trappe se scella derrière elle. Et le camp d'Elvin devint juste un autre nom dans son passé, l'endroit où ils avaient essayé de l'arrêter. Mais le monde allait apprendre ce qui se passait quand on la laissait passer.